alors que ça a déjà été développé des dizaines et des dizaines de fois. Quel est l'intérêt de redévelopper des choses comme ça si les personnes qui se mettent aux outils no-code n'ont pas en tête ces problématiques-là? Il va y avoir une multiplication de petits outils où chacun va s'amuser dans son coin, mais au final, c'est des outils qui ne vont pas durer dans le temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Milan. Milan est développeur et no-codeur. J'ai eu envie de l'avoir dans l'émission aujourd'hui pour qu'il puisse répondre à la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que le no-code va mettre les développeurs au chômage? Et vous allez voir, sa réponse a été à l'opposé de la croyance populaire. En même temps, en qualité de développeur et de futur chômeur, je lui ai posé pas mal de questions sur comment apprendre le no-code. Mais en 1 heure, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets parce que le no-code est un sujet qui est très vaste et Milan m'a proposé de faire un second épisode. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'envoyer un email, à me contacter sur LinkedIn et si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Milan, je te remercie de venir sur le podcast aujourd'hui pour parler de no-code. Et je vais te poser 2 questions importantes. C'est est-ce que ça va tuer le métier de dev? Et si je suis un dinosaure et que je vais bientôt mourir, j'aimerais bien apprendre le no-code. Salut Gaëtan, merci beaucoup pour ton invitation, c'est très sympa. Écoute, je pense qu'on va faire les 2 questions en fait, pas simultanément parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Pour que je me présente en tout cas à tes auditeurs et tes viewers sur YouTube, moi je m'appelle Milan Bogart. Je suis le fondateur en fait d'une newsletter à la base qui s'appelle No Code Station, qui rassemble quasiment une communauté de 3000 personnes qui sont, comme son nom l'indique, plutôt passionnées par les outils no code et plus largement par tout ce qui est entrepreneuriat business. Et depuis en fait quelques mois, j'ai monté Uncode School. Et Uncode School, qu'est-ce que c'est? C'est un bootcamp dédié à l'apprentissage, plus largement que des outils no-code, à l'apprentissage du métier de product builder. Qu'est-ce que c'est que ce métier de product builder? Moi, je pense que c'est un métier qui est en train d'apparaître et qui est à cheval entre 2 métiers, qui est celui de product manager et qui est celui de développeur. Mais à la différence qu'un product builder n'utilise pas véritablement le code pour développer des applications ou répondre à certaines problématiques techniques, mais utilise les outils no-code. Et voilà, et je pense que avec le développement justement des outils no-code, ce métier de product builder va devenir de plus en plus important pour les entreprises. Et par conséquent, l'objectif avec Uncode School, c'est justement de former les prochains product builders, la prochaine génération de product builders. Alors c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast. C'est déjà, tu as une partie éducation pour évangéliser, comme tu le dis. Et aussi, tu es un ancien dev ou tu es toujours dev. Donc je pense que tu as un peu les 2 casquettes et tu vas pouvoir faire la part des choses. Mais déjà, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Tu as une communauté de 3000 personnes. Est-ce que tu as des développeurs dans ta communauté? Ouais, il y a des développeurs. Alors, j'ai plutôt une communauté assez positive parce que globalement, sur No Code Station, c'est des personnes qui sont vraiment intéressées par le no-code, par les outils no-code. Et franchement, la newsletter ne te trompe pas, elle s'appelle No Code Station. Donc globalement, si tu n'aimes pas le no-code, tu vas pas t'abonner. Donc effectivement, j'ai des développeurs, mais ils sont plutôt très positifs sur ce mouvement qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui, qui est celui de l'adoption de plus en plus massive d'outils no-code. Alors moi, une des questions que je me pose, c'est qu'en tant que développeur, comment tu en es venu à faire du no-code? Alors, pour une raison très simple, effectivement, j'ai été développeur en fait pendant quelques années, mais il s'avère que j'ai remarqué qu'en règle générale, je faisais tout le temps la même chose. Alors, tout le temps, on va dire que, et c'est le cas finalement pour pas mal de développeurs, en fait, quasiment, on demande à peu près toujours la même chose 80% du temps, et 20% du temps restant, il s'avère qu'effectivement, il y a des petits points techniques un peu intéressants à faire. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de twister le truc et dire que les 20%, on essaie justement de faire les trucs, on va dire, chiants et de les mettre de côté, et on réserve vraiment 80% pour du dev avec des
des problématiques particulières qui sont vraiment intéressantes à traiter en tant que dev. Et moi, il s'avère qu'en fait, en tant que développeur, on me demandait justement pas mal de refaire assez souvent des choses qui m'embêtaient, des landing pages, des scripts que tu as déjà refait en fait plusieurs fois, que tu dois juste adapter sur un site. Et j'en suis venu de plus en plus à me demander effectivement comment est-ce que je pouvais gagner en efficacité, comment est-ce que je pouvais gagner en temps et comment est-ce que je pouvais gagner en facilité. Parce que en fait, la réalité, c'est que d'une part, refaire la même chose, c'est chiant. Mais en fait, c'est pas toujours facile non plus, parce que parfois, ça s'adapte pas forcément à ce que tu veux, et en fait, tu es en train de débugger des choses que tu as fait plusieurs fois. Typiquement, si tu as déjà développé plusieurs fois un login, mot de passe, tu as réussi à le faire pour un site, deuxième site, un troisième site, mais tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, tu galères un petit peu sur des phases différentes, et en fait, alors que ça a déjà été développé des dizaines et des dizaines de fois, quel est l'intérêt de redévelopper des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, il y a des développeurs qui sont bien plus brillants que moi, qui ont réussi à mettre des choses en place et qu'on pourrait mettre de manière plug and play sur un site. Donc je pense que cette envie d'aller vers les outils no-code, c'est d'abord une envie d'efficacité et surtout d'éviter de trouver un métier que j'aurais trouvé rébarbatif, enfin, on va dire, finalement, à refaire tout le temps la même chose et à retester des choses qui avaient été déjà faites des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de fois, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça ce parcours, c'est d'essayer de me rendre compte qu'aujourd'hui, les outils no-code répondent vraiment à une problématique particulière qui est celle de gagner en efficacité, de gagner du temps. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez précieux parce que je crois vraiment que ça redonne du sens au métier de développeur en se disant, ok, je me débarrasse finalement de ce qui m'intéresse moins grâce à des outils no-code qui sont par ailleurs hyper sympas à utiliser. Donc en fait, en tant que développeur, franchement, moi je m'amuse beaucoup. Il s'avère qu'effectivement aujourd'hui, je suis déjà depuis quelques années utilisateur de ces outils no-code et comme tu dis, j'essaye d'évangéliser en fait autour. Donc évidemment, je suis passionné par ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement bien faits et donc tu t'amuses en plus en tant que développeur. Et quand tu as une vraie problématique technique à gérer, là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, tu peux t'y consacrer à plein temps et ta mission en tant que développeur, qui est celle d'essayer de résoudre des problématiques un peu techniques et intéressantes, là, je pense qu'elle trouve une vraie plus-value. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur toutes les problématiques techniques, mais ça t'enlève pas toute la complexité, tout le travail, on va dire, du développeur, de vraiment chercher sur un problème. Effectivement, ça t'enlève... oui, l'intérêt des outils no-code, c'est que ça t'enlève une partie de la problématique qui est d'essayer de résoudre ces bugs et ces tests en fait, que tu vas avoir. Tu vas aller beaucoup plus vite pour le faire. Mais encore une fois, je pense que c'est intéressant de le faire une ou deux fois. Mais la réalité, quand ça fait 10 ans ou 15 ans que tu es développeur et qu'on te redemande toujours de faire la même chose, quel est vraiment l'intérêt ? Est-ce que tu ne dois pas te mettre sur d'autres problématiques ? Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il vaut mieux en fait que le développeur se concentre vraiment sur des problématiques très particulières qui requièrent vraiment qu'un développeur s'y intéresse, et soit sinon sur les éléments qui ont déjà été faits, soit le développeur gagne du temps en utilisant les outils no-code, soit il le laisse à une autre personne, que moi j'appelle par exemple un product builder, et qui est capable de réaliser les autres problématiques techniques via les outils no-code. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que les développeurs n'auraient plus qu'à se concentrer sur les parties les plus complexes, les parties qui ne sont pas à l'heure actuelle automatisables ou pouvant être facilement faits avec des outils no-code, et vraiment se concentrer sur les parties qui sont les plus nobles. En tout cas, les spécificités, si tu as besoin vraiment de customiser ton application. Moi, justement, en fait, j'essaie de ne pas utiliser ce genre de mots en fait, entre noble et pas noble. Comme si, en fait, ce que faisaient, par exemple, les product builders ou avec des outils no-code n'était pas noble. En fait, la réalité, c'est qu'il faut d'abord se replacer et prendre un petit peu de recul. Pourquoi est-ce qu'on fait une application ? Parce qu'il y a une problématique qui a été rencontrée par un ou plusieurs utilisateurs à laquelle il faut rendre compte. Okay ? Et ensuite, chacun va devoir trouver sa place pour essayer de répondre à cette problématique. Mais en fait, on est tous dans le même bateau. On essaye juste de répondre au mieux à une problématique d'un ou plusieurs utilisateurs. Et chacun avec des spécificités différentes. Et en fait, l'objectif, c'est que tout le monde trouve sa place.
il y a un paquet de développeurs, dont moi et dont surtout beaucoup d'autres personnes autour, qui trouvent un véritable intérêt à utiliser les outils no-code parce que finalement, ils ne trouvent plus vraiment de sens dans leur métier, tout simplement parce que en fait, ça les passionne pas plus qu'on leur demande de faire parce que c'est déjà des choses qu'ils ont faites. Alors qu'en réalité, un product builder, lui, son intérêt, c'est que justement, il va essayer d'avoir cette vision un peu plus produit et d'être capable de réaliser des tâches qu'un développeur ne voudrait pas faire. Et en fait, moi, je crois qu'un développeur ou un product builder, justement, agissent de concert. Il y en a un qui est passionné par la création d'un produit, qui est passionné, en fait, par certaines fonctionnalités qu'il va être capable de faire en no-code. Et ensuite, le développeur, il est également passionné par le produit. Mais il est capable d'aller un peu plus loin et de donner, justement, cette petite touche supplémentaire de customisation qui fait la différence sur un produit. Et en fait, je crois vraiment qu'ils sont main dans la main, ils sont dans le même bateau. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Et c'est pour ça que je n'oppose pas du tout un développeur, ce qu'il fait, c'est plus noble ou non. Enfin, il y a un paquet de codes de développeurs que j'ai vus. Franchement, déjà, c'était hyper dur à relire leur code. C'était pas très noble la manière dont ils codaient. Donc, pourquoi pas laisser ça justement à des outils no-code réalisés par des développeurs qui ont fait quelque chose de vraiment très sympa, qui est beaucoup plus facile à maintenir. Je pense que je pose certaines questions, mais je pense que tu en conviendras que tu es plutôt assez d'accord avec moi sur ce sujet-là quand même. Moi, je t'avouerai qu'en 10 ans de carrière, du code propre, j'en ai vu rarement. Donc, moi, quand on me dit de faire automatiquement quelque chose par des gens qui sont spécialistes de domaine ou un développeur lambda, je pense que la qualité, même si elle n'est pas à fond dans tout, elle sera toujours meilleure qu'un développeur lambda qui a réfléchi 3 minutes parce qu'il n'avait pas de temps de réfléchir 4. Bien sûr, bien sûr. Et C'est ça la difficulté. Et puis, force est de constater qu'aujourd'hui, quand tu regardes les roadmaps en fait, des différents produits, on est tout le temps pressurisé par le temps. Donc en fait, s'il n'y a pas du code propre, c'est effectivement peut-être lié à certains développeurs qui ne sont pas très bons. Mais au-delà de ça, c'est que vu que tu es pressurisé et que tu n'as pas le temps de bien faire les fonctionnalités et probablement de les tester, en fait, finalement, tu finis par faire du code dégueulasse. Alors qu'en fait, tu pourrais écrire les 20% de code supplémentaires et faire un truc ultra shapé très très bien et prendre les 80% avec des outils no-code et ça fonctionnerait super bien. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il faut se rendre compte de ça, c'est qu'à la fin, ça répond exactement à la problématique de l'utilisateur. Et c'est ça qu'on voulait. C'est ça qui est important. Vraiment à garder à l'état d'esprit. Alors ça, je suis tout à fait avec toi. Pour moi, quand on est développeur, on doit développer un produit pour des utilisateurs et pas faire du code pour du code. Parce que si on veut faire ça, ça s'appelle de la recherche, où on va travailler vraiment sur des trucs vraiment avancés qui serviront peut-être jamais un jour, mais la plupart des développeurs, ils font des sites e-commerce, ils font des sites vitrines, ils font des applications pour smartphone ou des jeux vidéo, mais il y en a très peu au final qui vont développer des algorithmes qui sont quasiment uniques. Les gens qui travaillent chez Google, qui font les algorithmes d'indexation avec de la big data, il y en a 10 au monde, et quand ils se réunissent dans la même pièce, ils sont tous là, hein. Ils peuvent tous parler ensemble. Et il n'y a pas besoin de plus de 10 personnes au monde qui soient capables de parler de ce sujet-là. Ouais, exactement. Et je pense vraiment que ce qui se passe, et ça je le vois en tant que développeur, je trouve que c'est tellement difficile d'être développeur parce qu'en vrai, coder, c'est vraiment un travail qui est difficile. Je trouve que c'est une charge mentale à part entière. C'est tellement difficile de savoir coder qu'en fait, c'est difficile d'allouer du temps de cerveau disponible à se dire qu'en fait, il faut d'abord penser produit et ensuite fonctionnalité. Donc en fait, moi, je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux développeurs d'avoir cet état d'esprit en se disant oui, c'est vrai que les outils no-code, ça va tuer le dev, c'est un peu moins noble, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément ce recul produit, il ne faut pas leur en vouloir, parce que en fait, c'est très difficile de bien coder. Et donc en fait, ils font leur travail. Mais je pense qu'avec les outils no-code, justement, ça redonne du pouvoir à des développeurs en se disant mais tu as le droit également en fait de t'intéresser au produit et à ce que l'utilisateur veut pour pouvoir répondre au mieux en termes de fonctionnalité et ne coder que ce qui est non disponible sur les outils no-code ou ce qui va exactement correspondre à ce que le client attend.
Et vraiment, cette histoire de charge mentale, moi, j'y crois beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est assez parlant finalement, Moi, et ça reflète le travail d'un développeur au quotidien. je suis tout à fait d'accord avec toi. Le métier de dev est quand même un métier qui est très prenant. Et si tu peux pas faire on-off sur ton cerveau, moi, Non. ça m'est arrivé des soirs à 3 heures du matin de dire, ah, ça y est, j'ai trouvé la solution à mon code. Mais à 3 heures du matin, je devais dormir. Ouais. Et des fois, c'était pour afficher une simple liste dans un ordre bien précis. Mais c'est la réalité du métier. Après, moi, j'aimerais bien reprendre un des points sur lequel tu as parlé. Il y a quand même un truc que là, je peux comprendre les développeurs. C'est pas faire rentrer un peu le loup dans la bergerie, dans le sens où on parle de gens du marketing, des gens des sales, des ventes en français, qui vont pouvoir accéder à des postes qui étaient autrefois réservés à des développeurs, qui eux ont une bonne connaissance métier, une bonne connaissance du besoin. Et quand je vois certaines personnes maintenant qui ont fait des écoles de commerce, qui utilisent des outils no-code, ils ont tout compris. Ils peuvent créer l'outil qu'ils ont besoin sans aucune connaissance de développement. Donc pourquoi ils embaucheraient un dev, quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire dedans. La réalité, c'est que effectivement, c'est génial. Les outils no-code vont permettre à des personnes qui auparavant n'étaient pas techniques de pouvoir justement aller vers la technique et construire leurs propres outils. Mais c'est pas suffisant. Parce que la réalité, si tu veux juste faire un petit POC un peu rapidement sur une application avec très peu d'utilisateurs, tu peux clairement faire ça en 2 heures. Il n'y a pas de souci. Mais ces personnes-là, par la suite, leur métier principal, c'est d'abord le marketing, c'est d'abord le commercial. Mais eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils connaissent déjà les clients et qu'ils connaissent déjà les problématiques. Moi, je pense que ces personnes-là, à l'avenir, elles vont être formées aux problématiques techniques. Ok. C'est-à-dire que peut-être que demain, tu vas pouvoir parler avec un commercial, une personne de la communication, une personne au marketing, en parlant base de données. Tu vas pouvoir parler CRUD, tu vas pouvoir parler API, et tous ces mots-là, il va falloir que ça soit mis en place et que ça soit justement appris et que les gens se soient un peu éduqués à ça. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si jamais ces termes-là ne sont pas du tout compris par les personnes du marketing, de la com, etc., la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils vont juste bidouiller dans leur coin. Mais c'est la différence entre quelqu'un qui bricole le dimanche et qui fait des trucs avec le scotch et quelqu'un qui est vraiment ébéniste de métier. Tu vois, c'est une vraie, y a une vraie différence. C'est pas parce que tu veux te faire juste un petit outil à un instant T que pour autant tu vas réussir à en faire quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Ok. En tant que développeur, je pense que je le vois bien, quand tu architectures en fait une application, tu penses pas juste à est-ce que ça va permettre de le faire dans 2 minutes. Non, tu te dis, attends, si j'architecture mal ma base de données, ça veut dire que globalement, il y aura telle et telle implication dans les mois à venir. Et le problème, c'est que si les personnes qui se mettent aux outils no-code n'ont pas en tête ces problématiques-là, il va y avoir une multiplication de petits outils où chacun va s'amuser dans son coin, mais au final, c'est des outils qui ne vont pas durer dans le temps. Je pense que justement, cette alliance entre le product builder et le développeur, c'est qu'en fait, ils n'ont pas ce focus de court terme, mais un vrai focus de long terme, en répondant à une problématique déjà d'un ou plusieurs utilisateurs à un instant T, et d'essayer de voir dans le temps comment est-ce que ça va être possible justement de pouvoir scaler cette application avec des outils no-code en complément du code lui-même. Et je pense que ça, c'est vraiment une vraie différence qui va se faire. Donc, soit il va y avoir effectivement la partie com, marketing, sales, qui vont s'emparer des outils no-code, mais si jamais ils n'ont pas ces bases techniques et ne veulent pas se mettre aux techniques, la réalité, c'est que ça sera de courte vue et finalement, ça ne servira à personne. C'est pour ça que je crois vraiment qu'il y a une alliance à faire entre product builder et développeur. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce que j'ai dit. Oui, tu as été très clair. C'est un peu, moi, la vision que j'ai, alors qui est peut-être un peu moins poussée que la tienne.
Dans le sens où moi, je pousse certains de mes clients, des fois, ils me disent, bah, on va faire ça. Je leur dis, mais faites-le en no-code. Parce que je sais bien que vous n'êtes pas mature dans votre tête, En plus. que moi, ce que je vois quand j'ai on va dire des vendeurs, des marketeurs qui viennent me voir, qui me disent, on a cette problématique-là. Surtout pour tout ce qui est nouvelle application, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont me demander un truc. Ils vont s'apercevoir que ça marche pas comme ils veulent, que les utilisateurs vont rien comprendre, et vont me demander de recommencer, ils vont boucler jusqu'à temps que ça marche. Ce qui est normal parce que quand on développe un nouveau produit, je connais peu de gens qui arrivent à faire un bon produit du premier coup. Et l'avantage, c'est qu'on peut leur dire, mais vous allez mettre ça en place, vous allez faire votre truc dans votre coin, vous allez le mettre en production, et une fois que vous serez bien à utiliser votre truc, que le parcours client, par exemple, sera bien, vous nous dites, on reprend votre projet, on le code entièrement, et voilà, on a le produit, on n'a pas besoin de faire des allers-retours inutiles, parce que les outils no-code, de ce que j'en vois et de ce que je connais, sont très malléables. Si par exemple, on fait un parcours client en code, si on a mis des trucs dans la base de données, ça veut dire si la base de données elle doit changer un tout petit peu parce qu'on a oublié le champ bidule machin chouette ou la jointure, c'est tout de suite une journée de dev quoi. Exactement. Alors moi je verrais même les choses comme ça. Ce qui est intéressant en fait avec les outils no-code, c'est effectivement qu'aujourd'hui, tu es capable de prototyper, de sortir ce qu'on appelle des MVP, des Minimum Viable Products, donc des produits minimales qui répondent à une problématique particulière d'un ou plusieurs utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du no-code. C'est que si jamais en plus, comme tu le disais, tu as un client qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, parce que finalement, il n'a pas encore identifié la bonne problématique, autant utiliser les outils no-code. Ça, c'est la première étape. C'est celle qu'on voit pas mal aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est capable également d'aller plus loin. C'est de se dire qu'à partir du moment où on a validé que ce qui avait été développé avec des outils no-code a du sens comme une application, l'idée, c'est pas forcément de se dire « Ok, on recode tout de A à Z ». Parfois, ça peut se justifier, mais parfois non. L'idée, c'est de se dire, bon, ok, maintenant, comment est-ce qu'on scale avec des outils no-code ou comment justement on essaye d'améliorer un des points de l'application no-code. Typiquement, en ce qui concerne la base de données. Au début, tu peux démarrer par exemple avec une base de données Airtable, une base de données sur Bubble, etc. On aura l'occasion de revenir sur ces outils-là. Et tu commences avec ça, puis finalement, le développeur il se dit non, attends, ce qu'on a fait là sur Bubble et Airtable, c'est pas bon. On va de notre côté développer une base de données propre qui va être faite de je ne sais quelle manière. Et ensuite, on va juste développer la petite API qui va nous permettre de nous brancher au front, qui pour le coup sera utilisé avec un outil no-code. Tu n'auras pas besoin de redévelopper tout ce front. Et tu vois, tu auras fait juste le back-end. Et ça, je pense que ça peut être hyper intéressant, justement, de voir cette alliance entre les outils no-code et le code en lui-même. Et de pas forcément se dire, à partir du moment où on a un prototype, il faut tout recoder. Non, en fait, ton prototype, il peut être très bien, il peut être amélioré avec d'autres outils no-code sans forcément recoder. Et c'est amplement suffisant. Et surtout, on peut avoir vraiment l'alliance du code et du no-code sur un produit qui, encore une fois, est destiné à l'utilisateur et à sa problématique en lui-même. Oui, tu irais plus vers des applications un peu hybrides où on va très vite, par exemple, les landing pages, donc les pages d'accueil, ce genre de truc. Un développeur n'a aucune plus-value à le faire, on peut les laisser. Surtout que quand l'utilisateur va cliquer sur un lien, il va être renvoyé vers l'application. Ouais. Donc, alors, ouais là, t'as raison, effectivement, sur la question de savoir si on va perdre son travail en tant que développeur. Si en tant que développeur, ton métier, c'est de créer des landing pages, je suis obligé de te dire qu'aujourd'hui, tu vas perdre ton travail. Voilà. Mais est-ce que tu fais que ça en tant que développeur ? Je pense pas. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, tout ça, il y a déjà des outils qui sont extrêmement puissants et incroyables et qui permettent de faire des landing pages de qualité. Mais la réalité, c'est que dans une landing page, on voit souvent la technique, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une dimension de copywriting et de design et d'expérience qui est en fait hyper importante. On pense beaucoup à la technique. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que en tant que développeur ou product builder, si jamais tu n'apprends pas derrière, au-delà de la technique, comment se créer une bonne landing page, puisque le principe d'une landing page, c'est de convertir. Si tu ne sais pas comment convertir, franchement, tu as fait 30% du chemin d'une landing page, tu vois.
Donc c'est pour ça que je pense que effectivement d'un point de vue technique, la landing page est déjà résolue aujourd'hui. Mais je pense que moi, quand je parle de développeur, je vois pas le développeur de landing page. Alors après, c'est intéressant effectivement pour un junior de savoir faire ce genre de truc. On a tous démarré par là, hein, toi comme moi, à faire des landing pages. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'intérêt de passer par du code pour faire ça. Ça, c'est autre qu'un intérêt, on va dire, éducatif à comprendre comment fonctionne le web, le code et le HTML, CSS et JavaScript, on va dire. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Sur une landing page, toute la valeur n'est pas dans le code en lui-même, c'est ce que la personne du marketing a écrit. Parce que moi, je le vois là, j'ai une newsletter et sous la description, il y a une landing page. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez voir une page. Mais si on modifie certains mots, il y a plus ou moins de personnes qui vont s'inscrire. Ou la complexité, ou par exemple GDPR, ce genre de truc. Si vous Ouais. rajoutez GDPR, vous avez 30% de personnes en moins parce que les gens ne veulent pas. Mais il n'y a plus personne qui code ça. On a des applications qui le font automatiquement et c'est pas un problème technique, c'est un problème. Est-ce que votre page est suffisamment sérieuse? Est-ce que les mots sont bien choisis? Est-ce que vous vous adressez au bon public? Mais ça, c'est un boulot de marketing et pas un boulot de développeur. Et c'est pour ça que je pense, pour revenir à ce qu'on disait au départ, cette partie-là, laissez-le aux gens du marketing. Déjà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt technique. Faire une landing page, Voilà. c'est 25 minutes. Ils écriront le texte beaucoup mieux. Bon, je ne connais pas beaucoup de développeurs qui écrivent les textes, Non. mais ils le feront mieux, ils mettront les trucs au bon endroit, et au pire, s'ils ont des questions, ils poseront soit la question à un développeur, soit à un UX designer, ou Exact. à des gens qui sont spécialisés en UX ou en UI. Mm. Et donc là, tu m'as un peu convaincu que ça ne va pas détruire le métier de développeur. Il y a un point où on parlait en off, c'est que les meilleures personnes pour faire du no-code sont les développeurs. Ouais. Alors, effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de meilleures personnes qui utilisent des outils no-code meilleures que des développeurs. Pour quelle raison? La réalité, c'est que quand tu es développeur, tu as déjà en fait les concepts techniques que j'évoquais avant, tout ce qui est API, tout ce qui est CRUD, tout ce qui est autorisation, etc. Enfin, je vais passer tous les concepts techniques qu'on peut avoir en tant que développeur, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as déjà, on va dire, la logique pour toi. Tu sais ce qu'il y a sous le capot de la voiture, parce que tu l'as déjà codé. Et finalement, utiliser un outil no-code, la réalité, c'est que visuellement, tu gagnes du temps puisque ça te génère du code en fait automatiquement. Donc la réalité, c'est que tu vas plus vite et en plus, tu sais ce qu'il y a sous le capot. Et au-delà de ça, il s'avère que il existe sur... tu le vois très bien en tant que développeur, quand tu veux coder une fonctionnalité, il n'existe pas une manière de faire. Il y a plusieurs manières de coder, ça va dépendre de la pensée du développeur. Et t'imagines que là, en fait, aujourd'hui, étant donné qu'il y a des personnes qui accèdent à des outils no-code, il y a encore plus de manières de penser pour créer une feature ou une caractéristique particulière sur un site. La réalité, ce qui est intéressant quand même avec un développeur, c'est qu'il va quand même toujours avoir la logique technique derrière et cette logique, on va dire, de longue durée ou de scalabilité dont je parlais en fait auparavant, pour faire en sorte que la fonctionnalité qu'il est en train de développer, même si c'est avec des outils no-code, que ça soit, on va dire, la plus robuste possible et pas quelque chose, justement, qui soit fait un peu à la va-vite et qui, finalement, au premier soubresaut d'utilisateurs supplémentaires ou d'un élément particulier d'une API qui a changé, que ce soit quelque chose qui casse, en fait, directement. Et je pense, justement, c'est toute cette structure que le développeur, il a. Pour lui, c'est beaucoup plus, pour lui ou elle, c'est beaucoup plus facile d'aborder cette vision du no-code parce que tout simplement, qu'est-ce que c'est? Les outils no-code, c'est simplement une abstraction du code qu'on a à l'heure actuelle. Donc, si jamais tu n'as pas de compétences techniques derrière, il s'avère que c'est cool parce que, évidemment, tu peux apprendre plus facilement et rentrer plus facilement, mais la réalité, c'est que si tu es déjà rentré par le code, en fait, c'est juste la marche qui est juste à côté, qui est en fait hyper simple à gravir parce que tu as déjà les fondations.
Et en réalité, moi, je pense même à l'inverse. Je me dis qu'une personne qui est au commercial et qui connaît pas du tout le code, moi, je suis assez convaincu qu'elle puisse se mettre en fait à avoir une structure logique assez facilement, qu'elle puisse apprendre des outils no-code et arriver à faire des choses derrière. Et surtout, je pense que les outils no-code, en réalité, c'est une belle manière de s'intéresser au code. Parce que à partir du moment où tu es très fort sur certains outils no-code, tu te dis, ah peut-être que là j'ai atteint ma limite, ok, je vais essayer de m'intéresser au code pour essayer de dépasser ces limites-là. Et je pense qu'en fait, tout le monde a y gagné. C'est-à-dire qu'effectivement, les développeurs, ils vont aller beaucoup plus vite pour pouvoir prendre en main les outils no-code. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui ne viennent pas de l'environnement informatique, de l'environnement technique, qui, eux, peuvent être très forts sur les outils no-code et venir au code par la suite pour pouvoir agrémenter leur application. Ouais, ça peut être une bonne première marche. Et je pense qu'au global, la communauté, alors on va dire développeur élargi, va grandir avec ces outils-là parce que en faisant entrer des personnes qui n'ont pas un cursus universitaire, maths sup, maths spé, full technique, il y aura de nouvelles idées qui vont apparaître, de nouveaux concepts. Encore une fois, toutes les applications, le problème c'est que en fait, ce qu'on voit pas, c'est que toutes les applications ne me demandent pas le même niveau d'engagement technique. Il y a un paquet. Franchement, j'ai pas de chiffre dessus, mais tu vois, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, il y a peut-être plus de 50%, 60% des applications et des sites web qui sont développés, qui ont été déjà faits des centaines de milliers, voire de millions de fois. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser les outils no-code pour se concentrer vraiment sur la problématique en elle-même, plutôt que de les recoder en fait de A à Z. Tu vois. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et ensuite, laisser les peut-être 40% à une customisation particulière, tu vois. Il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas besoin d'une customisation. Quand En plus. on voit les sites e-commerce comme Shopify ou Commerce, tu prends un template de base, tu mets des belles photos en fonction de ce que tu vends et ça marche. Mm. Mais tu vois, c'est quelque chose qui m'est arrivé un jour. Je me suis retrouvé dans un groupe en fait où on m'a demandé en groupe de coder un site web pour une personne, enfin de coder un site e-commerce, pardon. Et ok, on l'a fait. Sauf qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là, bon, j'étais tout seul dans le groupe à le penser, de me dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas justement plutôt faire un super Shopify, quitte à le customiser comme elle le souhaite, mais partir déjà sur des briques techniques qui sont sûres pour qu'elle ait quelque chose en fait à la fin de viable, puisqu'on avait un temps imparti pour le faire. Et la réalité, c'est qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai sûrement pas su m'imposer dans le groupe, ou en tout cas, cette idée n'a pas plu au groupe de développeurs dans lequel je l'étais, qui voulait absolument développer ce site internet. La réalité, c'est qu'à la fin, on a livré à la cliente, je sais pas, un quart de site, parce que bah, du coup, on n'avait pas le temps. Et en vrai, coder un site e-commerce de A à Z, c'est quand même un peu vénère. Et du coup, à la fin, moi, je me suis retrouvé en mode un peu gêné à la cliente. Bah voilà, le site est là. Il y a encore pas mal de trucs à faire. Bon, elle connaissait pas Shopify, donc ça allait. Mais j'ai pas suivi si aujourd'hui elle est passée sur autre chose. Mais la réalité, c'est qu'elle avait un site internet qui était pas utilisable. Et là, c'est vraiment la preuve en fait de ce qui se passe. C'est qu'il y a certains développeurs, ils veulent absolument coder, et par conséquent, ils font pas attention à ce que la personne veut en face. Et en fait, à la fin, le client, mais qu'il y ait du code ou pas du code, en fait, il s'en fout. C'est pas ça qui compte. Et je pense que c'est pas pour faire forcément la promotion en fait de l'outil no code, c'est vraiment de prendre en compte le contexte. Quelle est la problématique? Alors tu vas me dire, je commence à le répéter déjà pas mal, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit en fait rentrer dans les mœurs et de comprendre qu'en fait tout le monde a du sens dans la chaîne de valeur, mais si jamais on s'est pas rendu compte de pourquoi existait cette chaîne de valeur, bah finalement, elle est cassée à un moment donné parce que chacun veut faire ce qu'il veut faire. Et finalement, tu réponds plus du tout à ce qui doit être fait. Et finalement, tu perds un peu du sens sur ton travail, je pense. Ouais, il faut laisser à César ce qui est à César. Donc oui, je pense que si chaque partie, on va dire le marketing, les développeurs font tout dans leur coin,
Le but, c'est l'utilisateur au final et c'est la valeur qui va être livrée et pas qu'on a pris du kiff à le faire, sachant qu'en plus, travailler sur des projets qui sont pourris, à la fin, ça donne pas une bonne image déjà du métier de développeur. Ouais. Et humainement, moi, il y a des projets, j'ai travaillé sur des projets pourris, et à la fin, t'es dégoûté de. Bah ouais. T'es Donc en fait, dégoûté. tout le monde est déçu à la fin. Mm. Donc je Mais pense que le plus important, c'est juste quand tu démarres un projet, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions et ensuite de voir l'équipe avec laquelle tu travailles. Moi, je trouve ça justement hyper intéressant parce que ces outils no-code, justement, ça va pouvoir aussi rapprocher des métiers qui, auparavant, étaient extrêmement éloignés. On va dire qu'encore aujourd'hui, je vois pas pourquoi un sales parlerait à un développeur parce qu'ils parlent pas le même langage. Mais si demain, le sales, grâce aux outils no-code, il comprend les éléments basiques d'une structuration d'une application, bah, tout de suite, il va y avoir des échanges qui vont quand même se pacifier, en fait. Tout simplement parce que, en fait, chacun va parler le même langage. Et je trouve que ça, c'est quand même assez incroyable de pouvoir arriver aussi à redonner du sens, finalement, via le dialogue et grâce aux outils no-code. Je trouve que ça, c'est quand même assez intéressant à mettre en lumière aussi. ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis assez effaré de voir, en plus avec la méthodologie agile, il y a les développeurs d'un côté, il y a les sales de l'autre, il y a le marketing. Pourquoi on les met pas tous dans la même pièce? C'est ça. Ok, au départ, ils se parleront pas. Ils se parleront pas, ils se comprendront pas même quand ils interagiront. Mais je pense que les développeurs sont des gens qui sont intelligents. Les gens qui ont fait du marketing sont intelligents. Et à un moment ou un autre, ils finiront par se parler. Et c'est l'une des meilleures idées du monde parce que je pense que séparer les gens, il y a des expériences psychologiques. Il y a une expérience que je pense à ça, c'est quand tu crées deux groupes d'enfants. Tu dis que tu as les dragons et tu as les serpents. Ouais. Ils vont créer, sans se voir, des codes, des tribus. Et le but, ils finiront par être en conflit. Que si tu les mets dans la même équipe et que tu leur dis qu'ils ont un ennemi commun ou un but commun, ils vont travailler ensemble. Et je trouve cette expérience extraordinaire. Et ça, dans les entreprises, on s'aperçoit. Mais c'est tout à fait ce qu'on crée. On crée artificiellement des pôles. Et donc, tu as toujours, moi j'ai entendu dans plein de boîtes, ah mais les marketing, ils ont fait ça. Et inversement, je sais qu'au marketing, ils font, ah mais les développeurs, ils vont pas assez vite. Parce que c'est des mondes qui communiquent pas ou par une simple interface qui En est... fait, c'est des mondes qui communiquent pas, mais en même temps, c'est des mondes aussi qui n'ont pas la même culture. L'objectif, encore une fois, je pense, des outils no-code, c'est d'essayer de rapprocher ces cultures. C'est ça qui est important, je pense. Oui, parce que je pense que chacun va faire un pas vers l'autre. Parce Voilà. que je pense que les outils no-code, par rapport à ce que tu disais, vont permettre aux développeurs de se concentrer sur la partie métier. Et de l'autre côté, les personnes qui ne sont du métier vont se concentrer sur la partie plus code, plus logique informatique. Et ça peut rapprocher tout le monde. Exactement. Alors, Après c'est pour autant, juste reviens dessus, la réalité, c'est qu'en fait, il y aura toujours des sales, il y aura toujours de la communication, du marketing, il y aura toujours des devs. Chacun va rester, en fait, pas forcément dans son précaré, mais en tout cas dans sa fonction. Mais l'idée, c'est justement soit que chacun ait une éducation qui permette de comprendre les difficultés techniques qu'il y a derrière et surtout de comprendre en fait le produit, soit d'y intégrer ce que moi j'appelle un product builder, qui est justement en fait quelqu'un qui va réussir à faire cette passerelle entre justement ces équipes métiers en leur mettant à disposition des outils en fait qui vont leur permettre de justement d'être plus efficaces au quotidien, et cette partie de développeur en justement les déchargeant de ces fonctionnalités qui prennent du temps et qui sont plutôt qui ont peu de valeur ajoutée en fait. d'accord, oui, ils sont ingrates. Alors, Exactement. à cette partie-là, tu m'as quand même convaincu de faire ça. Mais disons que je suis développeur. Alors, tu vois, moi, si je veux apprendre un nouveau langage, je sais comment faire. Mais là, si je me dis demain, j'ai envie de me lancer, je commence par où? Alors, du coup, d'accord, tu pars du postulat que tu es développeur et que Oui, tu as envie de te lancer voilà. sur les outils no-code. Alors, le mieux, c'est tout simplement je pourrais te citer plein d'outils, mais encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? D'abord, alors, est-ce que tu veux développer une landing page? Là, si c'est le cas, en fait, bah, tu peux utiliser des outils, par exemple, comme Doric ou un que j'aime tout particulièrement et dont je suis hyper fan qui s'appelle Webflow.
Et Webflow, en fait, tu vas t'y retrouver hyper à l'aise parce qu'en fait, si tu veux, effectivement, c'est un outil qui fonctionne en drag and drop, mais en fait, tu as tous les codes du HTML, du CSS et du JavaScript qui sont respectés. Si tu comprends pas en fait ce que c'est qu'un positionnement sticky, si tu sais pas ce que c'est que du Z-index, si tu sais pas ce que c'est que des margins, la différence entre margin et padding, si tu comprends pas ce que c'est qu'un label, un text field, etc. et un input, euh, c'est des choses qui peuvent paraître très simples. Tout développeur voit ce que c'est, mais c'est vrai qu'en tant que non-développeur, ça va être un peu compliqué. Ce qui est intéressant avec cet outil Webflow, c'est qu'en fait, tu crées visuellement du HTML et du CSS hyper propre. Mais ce qui est génial, c'est que justement, tu n'as pas besoin en fait d'être sur ton VS Code et en double écran. Tu vois directement le rendu de ta page ou de tes pages. Donc ça, je trouve que c'est quand même... je dirais que c'est incroyable. La réalité, c'est qu'il existe déjà, il existe déjà en fait d'autres outils de drag and drop. À l'époque, il y avait du Elementor ou du Divi, tu vois, sur WordPress pour ne citer que. Je trouve qu'en tout cas, Webflow le fait avec une super qualité, un code qui est ultra propre et surtout en fait une véritable envie d'essayer de coller le plus possible aux bonnes pratiques du HTML et du CSS. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu vois, en tant que développeur, si tu avais une application pour faire des sites vitrines vraiment de très très grosse qualité, tu veux faire un bon CMS, moi je te dis fonce sur Webflow, c'est quelque chose qui va être super et tu vas t'y retrouver. Tu es vraiment dans ton univers. Donc ça c'est bien. C'est vrai que pour une personne qui par exemple connaîtrait pas du tout le HTML CSS, c'est un outil qui est un peu plus compliqué que par exemple Doric parce que là globalement il faut quand même comprendre en fait comment fonctionne le positionnement, les box models, etc. Si tu n'as pas compris ce que c'est, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un des premiers outils que moi j'aime énormément utiliser si tu veux vraiment développer un front qui a de la gueule pour démarrer. Ça, c'est plus la partie vraiment basique. Alors Tu vois, basique, tu peux faire vraiment des choses quand même visuellement justement qui sont vraiment de grosses qualités. Et par exemple, je te conseille, pour ceux qui nous écoutent, allez voir ce que fait un gars qui s'appelle Timothée Rix sur YouTube. Il fait des choses sur Webflow que je serais clairement incapable en fait de coder en front. Il les fait juste avec Webflow, c'est assez incroyable. Et ce qui est intéressant en plus avec Webflow, c'est que ça fait vraiment le pont, comme je te le disais. La plupart, on va dire 90%, tu peux même avoir 100% en fait de sites en no-code, mais tu as également la possibilité de rajouter du code dessus. Donc c'est hyper bien parce que tu peux vraiment améliorer ton site en rajoutant un petit peu de code. Donc ça, c'est, on va dire, pour la partie front. Et après, on va dire qu'il y a deux autres applications que je trouve hyper intéressantes qu'un développeur devrait voir. La première, c'est Bubble. On en a parlé tout à l'heure. Alors Bubble, c'est vraiment pour créer des applications. Donc en fait, tu fais trois choses. Tu gères donc ton front, tu gères ta base de données et tu gères également une partie qu'eux ils appellent un workflow. Donc c'est globalement si je clique sur ce bouton, alors qu'est-ce qui se passe comme action? Ah tiens, ça crée un nouveau champ dans la base de données. Ensuite ça doit envoyer un email, ça crée un paiement, ça envoie une facture, etc. Tu peux ensuite mettre autant de workflow que tu veux. Et en fait ça, je trouve que cette application elle est vraiment incroyable parce que justement a réuni le travail d'un développeur. À la fois coder son front, coder son back et mettre en place justement cette base de données. Ce qui est assez intéressant et pourquoi en fait en tant que développeur cette application elle est intéressante, c'est parce que justement il y a une véritable abstraction t'as pas besoin de coder, donc il y a une véritable abstraction visuelle sur la manière de créer cette application. Sur le design, c'est du drag and drop classique, personne n'est perdu. Ensuite, sur la partie base de données, ça fonctionne en fait comme un tableau Excel. Donc après, il faut comprendre effectivement comment fonctionne une base de données. Tu vois, là, typiquement sur Bubble, c'est un bon exemple. Si jamais, en fait, tu comprends pas ce que c'est qu'une base de données et comment bien l'architecturer, la réalité, c'est qu'en fait, tu peux faire une application qui est globalement pétée dès qu'elle commence à grossir parce que, en fait, juste, tu l'as mal pensé à la base. Donc, en fait, il y a des données sur lesquelles tu peux pas avoir accès. Il y en a d'autres qui scalent pas bien, ça ralentit ton application, etc. Donc là, il y a une vraie plus-value à être développeur, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait une bonne base de données pour justement scaler. Et ensuite, tu as toute la partie justement back, automatisation et workflow, et qui là, en fait, fonctionne effectivement via
via quelque chose en fait aussi de visuel où tu peux enchaîner les actions les unes par rapport aux autres, justement en t'aidant de ce que tu vois en front. Et ça c'est vraiment un outil que je recommande en fait en tant que développeur. Et c'est là que je pense que les développeurs vont faire la différence, parce que eux ils ont déjà ces structures là, et donc rentrer dans un outil comme ça, et ben en vérité en quelques heures, quelques jours, au maximum quelques semaines, ils sont déjà bons sur cet outil, alors qu'une personne qui ne maîtriserait pas du tout ces techniques-là ou cette structure logique va lui mettre beaucoup plus de temps à réaliser des applications de qualité. La réalité, c'est qu'effectivement, au début, il va pouvoir designer des boutons et faire des premiers trucs, mais ça ne sera pas des applications en tant que telles. Ça sera juste un jeu, mais ça ne sera pas quelque chose en fait qui deviendra un produit. Et donc ça, c'est, on va dire, un outil que j'aime énormément. Et ensuite, la partie Integromat, je ne sais pas si c'est un outil dont tu as déjà entendu parler. Alors peut-être que tu connais plus Zapier, pour le Ouais. coup. C'est Integromat, c'est une sorte de Zapier. Le principe de Zapier ou d'Integromat, c'est justement d'utiliser les différentes API d'une application. Imaginons que par exemple, tu es un formulaire sur ton site internet, bah, tu veux que les données de ton formulaire soient directement rentrées en fait dans un Google Sheet, et ensuite que ça t'envoie par exemple une notification Slack. La réalité, c'est que si ça tu dois le coder, c'est quand même un peu compliqué, parce qu'il faut que déjà tu récupères les données de ton formulaire, qu'ensuite tu te connectes à l'API de Google Sheet, et ensuite que tu te connectes à l'API de Slack. Et encore, je t'ai donné vraiment entre guillemets quelque chose de simple, enfin un workflow très très basique. Et là, l'idée, c'est que justement des outils comme Zapier ou Integromat, je suis un vrai fan d'Integromat et un peu moins de Zapier, et justement l'intérêt, c'est que tu peux effectuer ce genre de workflow sans avoir à coder. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'en plus, tu peux intégrer du retraitement d'informations derrière. Et puis même sur Integromat, il va y avoir la possibilité de rajouter même un petit peu plus de code pour vraiment customiser aux petits oignons tous tes workflows. Il y a des gens, leur taf aujourd'hui, c'est juste d'être expert sur Integromat pour automatiser ces workflows. Alors ça peut être en interne, ou ça peut être lié à un produit que tu as en direct. Moi, je discute par exemple pas mal avec Payfit en ce moment, qui est une startup française qui est spécialisée dans la paie. Ils ont également en fait des product builders en interne, parce qu'eux, ils ont développé un outil no-code et un langage qui s'appelle le Jetlang, et qui permet justement en fait de gérer tout cet outil de paie et de pouvoir scaler en fait leur application. Et eux, ils me disent en interne, eh ben, on a commencé à utiliser également Integromat. Tu vois, donc c'est vraiment des outils sur lesquels je pense qu'en tant que développeur, il y aurait vraiment une vraie plus-value à aller. Donc si je récapitule, globalement, en tant que dev, je dirais que si tu t'intéresses déjà à Webflow, Bubble et Integromat, tu vas déjà avoir pas mal de taf, et ça va être vraiment beaucoup plus facile pour toi de te mettre en fait à créer des produits. Donc si je récapitule, Webflow globalement c'est pour du front ou pour créer un CMS qui fonctionne bien. La partie e-commerce existe, mais globalement je te dirais plutôt Shopify, tu vois, parce qu'ils sont en train de bosser dessus, et c'est pas en termes de monoproduit. Si tu fais du monoproduit sur Webflow, c'est ok, mais si tu veux faire du multiproduit, c'est plus compliqué encore. Ensuite, si tu veux vraiment faire une application type SaaS, Marketplace, c'est hyper intéressant d'aller essayer Bubble. Et ensuite, si tu veux automatiser des process, comme je te le disais, franchement, Integromat à fond. Et déjà, ça va être cool. Alors, c'est vrai que si tu regardes Product Hunt, il y a à peu près 1 ou 2 outils no-code par semaine. Il faut y voir un peu clair dans la galaxie. Moi, je me suis mis sur ces 3 outils. Pour quelles raisons ? La réalité, c'est que c'est déjà des outils qui sont pérennes. On va dire, c'est des outils qui ont levé assez d'argent pour qu'il y ait de la visibilité derrière. Et sur le fait qu'en fait, ils vont continuer à développer leurs produits pendant plusieurs années. Les 3 boîtes que j'ai citées, Bubble a levé 100 millions, Webflow a levé 100 millions, et Integromat s'est fait racheter 100 millions. Donc, je ne sais pas si c'est si du coup 100 millions, c'est le truc qui me fait confiance, ou je ne choisis que les boîtes à 100 millions. Je ne sais pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par contre, ça me donne confiance sur le fait que ces entreprises vont continuer à développer leurs outils. Et
c'est vrai que c'est des questions que tu peux te poser, de te dire ah bah ouais, mais si j'utilise des outils no code, alors je suis complètement loqué avec ces boîtes-là. Si jamais elles font pas de mise à jour ni rien, bah en plus je peux pas y toucher. Comment est-ce que ça se passe? Donc euh, la réalité, c'est que moi, je me jette pas directement en fait sur un outil no code que j'ai vu sur Product Hunt. Alors parfois pour le tester parce que ça me fait marrer, mais globalement, c'est pas un outil sur lequel j'investis du temps parce que ça me semble un peu litigieux peut-être pour la suite si tu veux travailler sur un projet en particulier. Voilà à peu près ce que je conseille. J'espère avoir été clair pour le coup. Alors là, je pense que tu as été très très clair. J'ai pris pas mal de notes. J'espère que l'audience aussi. Je mettrai tout dans la description, mais Stop. disons que tu m'as donné des devoirs. Oui, Et exactement. Je viendrai vérifier. voilà, c'est ça. Je t'enverrai tout mon rapport, ce que Exactement. j'aurais réussi à faire. Je serai là pour Et corriger, monsieur. bah, c'est ça. Ouais, j'ai jamais été un très bon élève. Bah là, tu vas voir que tu vas être très fort avec ça. Ah bah, moi, c'est un peu pour ça que je voulais t'avoir. C'est que je savais que ces trucs-là avaient de la valeur, mais là, tu vois, tu me donnes le point d'entrée pour gagner du temps, pas perdre mon temps avec des trucs qui servent à rien et aller vraiment à l'essentiel parce que moi je cours après le temps et c'est pour ça que Et alors, tu vois, je terminerai même, c'est effectivement en termes de temps, il y a, il y a effectivement en fait quelque chose à faire avec ces outils no code, mais j'irai même en fait un peu plus loin pour la simple et bonne raison que je pense qu'il pose aussi problème à un développeur, c'est qu'en vrai, et moi je l'ai été, coder, c'est cool. Enfin, moi j'avais du plaisir à coder, je pense qu'il y a un paquet de développeurs, ils aiment coder, tu vois, c'est un truc qu'on aime. Et en fait, je pense que, et j'en suis convaincu puisque j'en fais quasiment maintenant 100% de mon temps, j'utilise les outils no-code. La réalité, c'est qu'en fait, on peut prendre tout autant de plaisir à utiliser les outils no-code. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi à dire et à aller tester avant peut-être de se demander effectivement si on va tuer le dev ou non. On peut prendre tout autant de plaisir à no-coder un produit, à builder un produit plutôt qu'à le coder. Et je pense que ça, c'est aussi un truc qui peut-être se dit pas en tant que développeur, mais qu'on peut souligner. Et c'est pas juste une question de temps et d'efficacité, même si ça joue. Ouais, après, je pense que ça dépend vraiment de comment on voit le développement. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'outils, c'est même quand je dev, moi je suis très orienté métier. Ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser des missions parce que ce qu'on me demandait de faire, ah bah c'était bien payé. Mais je changeais pas le monde, hein. Moi, j'ai un critère, c'est si le client n'arrive pas à me convaincre que son produit il est bien, c'est mort. Je pourrais même pas travailler pour lui et même j'ai des gens en interview du moins pas en interview, en, en entretien, ils ont vu que quand ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient, je me suis mais j'arrivais plus à essayer de défendre mon bout de gras. J'étais parti, moi. Ouais. Après, je pense que parfois, ce qui se passe, c'est qu'en tant que client, parfois le client en fait ne sait pas lui-même ce qu'il veut. En fait, dans pas mal d'applications, il y a probablement quelque chose à aller chercher. Le problème, c'est que ce qui se passe, et je trouve c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de mettre vraiment en valeur ce métier de product builder, c'est parce que ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, c'est que on va voir un développeur en lui disant faut faire ça. Mais si jamais on nous expliquait pourquoi, parce qu'il y a ce marché-là, c'est hyper intéressant, et tu vois, peut-être que si on avait plus cette dimension produit, probablement qu'on y trouverait un intérêt qui serait autre. Parce que si tu te dis juste, ouais, bah là, j'ai besoin d'un site e-commerce, il faut que le gars se connecte, ensuite, ça récupère la facture et ça m'envoie directement un truc sur Slack où la stagiaire se gère ensuite d'empacter le truc. Ok, c'est des fonctionnalités, mais genre, pourquoi? Parce que quel est l'intérêt de ça? Et je pense que justement, si on retrouve cette petite dimension produit, probablement que. Je dis pas que tous les projets sont fous, hein. Moi aussi, ça m'est déjà vu. J'en vois passer des dizaines et des dizaines des projets qui n'ont aucun sens et aucun intérêt. Mais la réalité, c'est que ça n'a peut-être pas de sens et pas d'intérêt parce que justement, on creuse pas un peu plus pour essayer justement de voir si ce produit-là, il répond bien à un marché. Et avant même de le développer, peut-être que ça vaut le coup. Et je pense que le développeur peut avoir aussi sa place pour parfois conseiller et dire bah non, cette feature, je pense qu'elle correspond pas au marché, à ce qu'ils attendent. Le développeur, il fait pas que juste coder. Il a une expérience d'Internet globalement probablement mieux en fait qu'une autre personne. Donc je pense que on voit un peu le développeur à la fois comme une star et la dernière roue du carrosse parce que on le voit un peu comme l'ouvrier en fait qui est juste en train de taper pour essayer de faire son truc, alors que la réalité c'est qu'en tant que développeur tu peux vraiment aussi trouver cette fonction de conseil.
également, et une fonction de conseil qui soit pas forcément que technique, et qui soit celle d'essayer de s'intéresser un petit peu au produit en lui-même et aux problématiques de l'utilisateur. Voilà, bon, c'était vraiment juste un aparté, mais je pense que c'est aussi intéressant. Bah, je pense que c'est bien. Comme ça va faire une bonne transition vers les questions de la fin. Ok. Donc attention, je t'ai pas prévenu sur les questions de la fin. Alors, sur tout ton parcours de développeur, de no-codeur, est-ce que tu as déjà commis des erreurs en utilisant des outils no-code? Des erreurs, Alors, des erreurs alors, techniques alors des ou- erreurs qui ont été, on va dire, où tu as appris plein de choses, mais on va dire que si c'était à refaire, tu les referais pas. Mais tu te dis, heureusement que je les ai faits. Ouais. Alors, j'en ai une comme ça qui peut paraître un peu simple, mais finalement, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, encore dans cette communauté no code, parce que c'est encore assez jeune, tu vois, de se mettre sur des Bubble, des Webflow ou Integromat. Donc, il y a peu de personnes, en fait. Les équipes se renouvellent peu, mais en fait, il y a cette question de maintenabilité, même des outils no code. Je te prends un exemple. Moi, il s'avère que j'ai travaillé donc pour plusieurs clients sur différents Webflow. Et il s'avère qu'entre les tout premiers Webflow que j'ai fait il y a déjà ça plusieurs mois, et les Webflow que je fais aujourd'hui, bah, forcément, j'ai pris du skill. Et la réalité, c'est que quand je dois revenir, par exemple, sur mes premiers, je me rends compte qu'en fait, je le faisais pas très bien, des classes hyper mal nommées, des manières d'enchaîner des transitions qui aujourd'hui je trouve n'ont plus de sens, et sur lesquelles il fallait pas faire ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a ce problème de maintenabilité. Et quand je revois entre guillemets le code que j'ai fait il y a de ça plusieurs mois ou quelques années sur ces outils-là, et quand je dois les reprendre aujourd'hui, ben, je me dis, mais en fait, s'il fallait que je le refasse, genre, j'aurais envie de tout refaire, parce que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et c'est normal, parce que c'est un peu, on va dire, des erreurs de débutants où tu vois pas trop comment est-ce que ça fonctionne. Donc tu vois, typiquement sur ce nommage de classe, par exemple, ça c'est quelque chose d'extrêmement primordial, en fait, d'avoir une bonne méthodologie pour savoir où on en est dans le code. Si jamais c'est quelque chose qui n'est pas fait, mais reprendre un site, mais c'est l'horreur absolue. S'il y a marqué div numéro 47 dans div 56 et ensuite une image marquée item, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait avec ça? C'est pas possible en fait. Donc moi aujourd'hui par exemple j'utilise une méthodologie sur Webflow qui a été sortie par une autre agence qui est américaine, qui s'appelle FinSuite, et ils ont un framework en fait, une méthodologie pour mettre ça en avant, qu'ils appellent Client First. Je pourrais t'envoyer le lien, tu le mettras en commentaire si ça intéresse les gens. Moi, c'est la méthodologie en fait que j'utilise, et qui est beaucoup plus claire. Et en fait, en termes de maintenabilité, la réalité, c'est que les sites que je fournis aujourd'hui sont forcément de meilleure qualité, parce que quelqu'un peut les reprendre en fait. L'objectif des outils no-code, c'est pas juste de gagner du temps sur le moment où tu fais l'application, c'est également de gagner du temps également sur la maintenabilité. Et ça on n'en parle pas trop, tout simplement parce que c'est encore jeune. Donc en fait, personne s'est vraiment retrouvé face à maintenir des sites comme ça. Mais la réalité, c'est que le jour où ça va le faire, étant donné qu'il y a un paquet de personnes qui suivent pas cette méthodologie, et on peut les comprendre parce que c'est hyper grisant d'aller hyper vite, donc tu as envie d'aller vite. Mais en fait, à tout faire vite, souvent tu fais pas ça super bien. Et par la suite, c'est pas fun de se retrouver sur des produits comme ça. Donc bah, voilà, pour te montrer des erreurs. Alors ça peut paraître une erreur simple, mais moi, de plus en plus, finalement, je me focalise pas nécessairement sur la technique, mais vraiment sur les bonnes méthodologies à avoir pour progresser sur un projet. Souvent, tu te rends compte que tu as envie de progresser d'un point de vue technique, alors qu'en fait, déjà, tu ferais mieux de progresser d'un point de vue méthodologique pour faire en sorte que ton projet ait du sens. Et moi, c'est là-dessus vraiment aujourd'hui que je veux plutôt insister. Et en fait, toute la formation que je mène et l'évangélisation vraiment se base autour de la méthodologie. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, le no-code, c'est un peu le Far West. Ouais. Et quand les gens se rendront compte que on a fait abstraction du code, mais que les règles du code vont encore s'appliquer, parce qu'il y a un point, mais ça serait un sujet à part entière, comment on teste des applications no code. J'ai l'impression que personne n'a résolu ce point-là, mais ça sera, je pense, un sujet à parler d'ici 6 mois quand ce problème-là sera arrivé. Ouais, Et probablement. ensuite, je vais te poser ma deuxième question.
Alors, si tu as une ressource qui me permettra de commencer le no-code, un blog, un livre, une chaîne YouTube, un podcast, tu me dirais d'aller où? Alors encore une fois, tout dépend de ce que tu veux apprendre. Tu vas croire que je suis un peu obnubilé avec Webflow, alors que je suis tout autant passionné par exemple par Bubble ou Integromat. Mais il s'avère que là, encore une fois, Webflow, ils ont une université en ligne, hein, c'est university.webflow.com, sur lesquelles ils ont fait des vidéos qui reprennent en fait déjà les bases du HTML, du CSS et énormément de tutoriels sur leur outil, qui est d'une qualité, mais d'un niveau que j'avais jamais vu sur du dev avant. Enfin, sur n'importe quoi. C'est des films. Les gars qui font ça, en plus, c'est scénarisé de telle manière à ce que c'est une série. C'est une série. Franchement, allez voir ça. C'est juste le feu. Donc pour démarrer, c'est un plaisir de regarder. Moi, parfois, je me fais des soirées. C'est pas juste des soirées geek, quoi. Je me regarde une série Webflow parce que c'est hyper bien fait. Donc vraiment, aujourd'hui, si tu devais sortir un outil no-code, Webflow, ils ont mis la barre tellement haute que tu peux pas aller plus bas, en fait. C'est vraiment investi sur l'éducation en vidéo, comme ils ont fait. C'est vraiment génial. En termes de YouTube, il y a un paquet de YouTubeurs qui sont vraiment intéressés, qui sont vraiment intéressants sur la partie. Enfin, moi, je suis pas mal d'Américains, en fait, sur le sujet, parce que c'est eux qui créent le plus de contenu possible. La réalité, c'est que je regarde pas mal ce que fait justement FinSuite. Je regarde beaucoup ce que fait Timothy Rix aussi, dont je parlais à l'instant. Après, pour tout ce qui est Bubble ou Integromat, il y a une grosse communauté il y a un Slack qui s'appelle No Code France, en fait. Justement, il y a une grosse communauté avec des gens qui sont justement spécialisés sur ce domaine-là, en fait, qui sont prêts à aider. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai envie de dire que YouTube est votre ami quand même, parce que vraiment, il y a vraiment déjà du gros contenu de qualité. Et déjà ça sera déjà parfait pour démarrer. Je ne sais pas si tu en veux plus. J'ai pas particulièrement de bouquins. Alors parfois, il y a des e-books qui sont intéressants. Il y en avait un dernièrement dernièrement, il commence à avoir daté un petit peu, mais sur la performance, sur Bubble, qui est intéressant. Mais là, on rentre vraiment sur une granularité après qui intéressera peut-être pas tout le monde. Mais vraiment, déjà sur Internet, il y a des ressources qui sont vraiment hyper bonnes et hyper intéressantes. Je te réinviterai pour l'épisode 8 sur le no-code, quand tout le monde sera devenu expert avec tous les conseils que tu nous as donnés. Exactement, avec plaisir. Et ma dernière question, donc si on veut retrouver un peu toutes tes aventures, on te retrouve où ? Alors, à plusieurs endroits, déjà en ligne. Alors, vous pouvez retrouver ma newsletter sur nocodestation.com, sur lequel chaque semaine, en fait, et normalement, j'essaye de faire ça en fait, chaque jeudi matin, et j'essaye de faire une review des outils no-code, et notamment autour de Webflow, Bubble et Integromat, qui sont des outils, je pense, sur lesquels il faut vraiment aller et il faut progresser. Il y a toujours une petite part business aussi, parce que j'ai monté plusieurs boîtes avant et j'ai toujours cette petite dimension side hustle que j'aime bien, donc j'essaye de mettre ça. Et puis avec uncodeschool.com, vous pouvez également aller sur le site, en fait, et voir le bootcamp que je suis en train de créer sur les product builders, et qui va se dérouler en fait en présentiel sur Paris pour démarrer. Puis j'espère que si ça se passe bien, ça sera surtout aussi en province par la suite. Mais voilà où vous pouvez me retrouver, puis mon LinkedIn aussi si vous voulez m'ajouter, avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao!